Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ça bosse. J'ai quand même cru voir que les questionnaires étaient en pleine effervescence, donc je vous félicite et je vous encourage à continuer. Encore une fois, sans piège, c'est très important de bien faire ces questionnaires pour réviser votre partiel. Je n'en dirai pas plus. On va aujourd'hui aborder un thème qui finalement est une synthèse de ce qu'on a vu grosso modo sur le pied, avec notamment le pied plat valgus, sur ce qu'on a vu également sur les différentes notions structurales du genou, avec le cours sur le génuvalgum, génuvarum, sur ce qu'on a vu également de l'évolution des torsions du membre inférieur. Je vous ai synthétisé un petit peu ça en expliquant justement l'évolution de la physiologie de la marche on va dire de l'enfant, voire même de l'enfant à son plus jeune âge, pardon, jusqu'à l'adolescence. Et donc, en gros, ça va nous permettre de regrouper les caractéristiques du pied, du genou et de la hanche, ayant pour influence, ayant pour conséquence la façon de marcher, évidemment, d'un enfant à 1 an, à 3 ans, à 8 ans et à l'adolescence. L'intérêt est évidemment de pouvoir en examen clinique bien appréhender l'examen clinique d'un enfant en fonction de son âge. Comme je l'ai déjà évoqué régulièrement, de ne pas faire un examen clinique d'un enfant en envisageant que c'est un petit adulte, c'est-à-dire avec un référentiel physiologique de l'adulte en termes d'angulation du pied, d'angulation entre guillemets si j'ose dire du genou, des torsions. Voilà, il faut pouvoir. Il y a un credo que j'applique toujours, c'est que pour bien détecter ce qui est pathologique chez quelqu'un, il faut bien connaître la physiologie pour pouvoir bien voir ce qui est pathologique, ce qui est anormalement pathologique, au sens de pas dans la norme. Ça, c'est le premier point. Eh bien, cette physiologie, elle est différente entre l'enfant d'1 an, l'adolescent, l'enfant de 8 ans et l'adulte. Elle est différente. Donc, on doit finalement avoir ce référentiel physiologique en fonction de l'âge pour pouvoir voir ce qui est pathologique à titre d'exemple. Un pied plat valgus est complètement physiologique à 4 ans et ne l'est pas du tout à 16 ans. Et pourtant, c'est un pied plat valgus. Donc il ne faut pas l'interpréter à 4 ans comme on l'interpréterait à 16 ans, tout comme des pointes de pied en dedans, ou quelqu'un qui marche avec un angle du pas fermé, tout comme un génuvarum ou un génuvalgum en fonction de l'âge. Voilà, l'idée c'est de avoir ici une synthèse en fonction de l'âge, de ce que doit être la marche physiologique entre guillemets. Et donc en gros, le cours va s'articuler d'abord en l'exploration de 3-4 vidéos en fonction de l'âge de la marche, que j'ai un petit peu recruté sur Internet. Et enfin, un petit récapitulatif des évolutions des angles, des différents angles importants et différentes notions physiologiques du membre inférieur, pour avoir ensuite un petit tableau synthétique de tout ça. Et donc on va commencer avec finalement la marche à 1 an, puisque c'est pas honnêtement une consultation fréquente, mais au cas où, parfois c'est plutôt des patients qui vous consultent pour eux et puis vous disent j'ai un petit bébé là qui commence à marcher, j'ai un enfant qui commence à marcher, je m'inquiète un peu de sa façon de marcher parce que je trouve pas ça normal. Et donc parfois c'est des consultations un petit peu annexes à la consultation initiale où on donne des conseils, on rassure les parents. Mais pour ça, il faut encore une fois avoir cette notion de marche physiologique à cet âge-là. Et la marche physiologique, elle est très caractéristique à 1 an, elle a certaines caractéristiques importantes. On va essayer de l'explorer comme ça. Voilà un petit bout de chou. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, alors ça on peut pas complètement le décrypter sur cette vidéo, mais à 1 an, un enfant, eh bien, c'est un pied plat valgus.
Donc on reverra après comment on détermine si... Mais à cet âge-là, on n'envisage rien d'autre que dire c'est normal d'avoir un pied plat valgus. Il faut plutôt, au contraire, s'alerter si on a un pied creux ou avec une arche plantaire trop dessinée qui pourrait peut-être euh, initier une consultation chez le pédiatre spécifique. En général, si on le voit, c'est que les consultations précédentes chez le médecin l'ont détecté et éventuellement ça peut occasionner d'autres recherches, type le pied creux est dit un petit peu neurologique, toute proportion gardée, pardon. Mais la physiologie de 1 an, c'est d'avoir un pied plat valgus, ça on l'a vu. S'accompagne en général aussi, ce qui est physiologique, un défaut de flexion dorsale de la talocrurale, et ce qui fait que l'enfant a tendance à marcher un peu sur la pointe des pieds. Ça, c'est également physiologique. Il faut pas s'alerter de ça. C'est physiologique. Parfois, ça peut être associé à des petites rétractions du triceps qui peuvent être durables et qui s'estompent ensuite. Mais à cet âge-là, c'est complètement physiologique. Au niveau des genoux, à cet âge-là, on est en génuvarum. Donc on voit bien ici l'expression de son génuvarum, même si c'est pas forcément ce qui prime dans sa façon de marcher. Ce qui prime, c'est qu'au niveau de la hanche, eh bien, on est, même si physiologiquement on est en antétorsion fémorale physiologique notable, eh bien, on n'est pas en rotation interne à cet âge-là parce que les différentes positions fétales et du bébé font qu'il y a des rétractions musculaires qui sont en place, et notamment du TFL et de la bandelette iliotibiale, qui donnent cette démarche en rotation externe, entre guillemets, ce qu'on appelait avant à la Charlot, à la Charlie Chaplin, cette démarche en rotation externe, associée en plus à une flexion exagérée de la hanche et une flexion exagérée du genou. Et donc, résultat, cette flexion exagérée de la hanche plus cette flexion exagérée du genou, eh bien, s'associe au génuvarum pour donner, là, ici on le voit bien, pour donner ce côté typique de la marche de l'enfant, de 1 an, de l'enfant finalement qui est en train d'acquérir la marche. Et pour illustrer encore une fois ça, c'est effectivement avec pour objectif également d'augmenter son équilibre en augmentant son polygone de sustentation, que l'enfant va se mettre là en rotation externe, pour justement avoir un polygone de sustentation assez important pour être tout simplement équilibré, puisqu'il est en recherche, on le voit, en recherche d'équilibre à cet âge-là. Ok, donc en résumé, pied plat valgus, génuvarum, même si la hanche est en antétorsion, eh bien on est plutôt en rotation externe pour augmenter son polygone de sustentation et parce qu'il y a une rétraction du TFL et de la bandelette iliotibiale. Et il est également décrit qu'il y a une flexion du tronc avec une augmentation, une antéversion du bassin, mais ça, c'est difficile d'évaluer sur cette vidéo. Voilà un petit peu pour la marche à 1 an, pardon. Ce qui est intéressant ensuite, c'est que, eh bien, 1 an après, la marche à 2 ans, et là on est finalement assez différent et complètement différent. C'est-à-dire que on retrouve au niveau du pied un pied plat valgus évident, ça, qui est physiologique. On retrouve également un génuvarum dans l'examen clinique, c'est ce qu'on va retrouver. Alors attendez, je remets bien la vidéo, voilà. On retrouve un génuvarum qui est peu explicite ici, parce que là, ce qui prime et ce que l'on voit, c'est qu'on a complètement changé de troubles rotationnels. Bon, encore une fois, c'est physiologique, donc on ne va pas parler de troubles, mais la façon de marcher est complètement différente à 2 ans, à 1 an. 1 an, rotation externe due à la recherche d'équilibre, polygone de sustentation et rétraction des bandelettes iliotibiales et autres. À 2 ans, cette rétraction a disparu d'ailleurs sous l'acquisition de la marche, et ce qui prime, c'est la rotation interne en rapport avec l'antétorsion fémorale physiologique, qui finalement masque tout le reste. Et à 2 ans, on est encore une fois, on est sur la partie un peu jonction du passage au varum au valgum. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on va revoir tout à l'heure le graphique. Donc là, on voit quasiment plus le varum. Il semblerait même qu'on ait une petite tendance au valgum, mais c'est à déterminer, parce que ce qui prime, c'est 1, les pointes de pied en dedans, 2, le strabisme rotulien. Et ça, ces deux choses-là, vous le savez, c'est de la rotation. Il faut l'interpréter associé bien sûr à l'antétorsion fémorale physiologique de cet âge-là.
Cette antétorsion physiologique de cet âge-là, elle est en plus associée à l'absence de torsion tibiale externe, puisque on est en tout juste évolution de la torsion tibiale externe, qui, vous le savez, est nulle à la naissance et va évoluer à peu près jusqu'à 10-12 ans, très progressivement et de façon continue. Donc, pointe de pied en dedans, strabisme rotulien, qui peut occasionner un motif de consultation régulier, si ce n'est fréquent, qui est l'enfant qui chute à répétition à cause de ces pointes de pied en dedans, qui fait qu'il peut se prendre les pieds un peu entre guillemets dans le tapis, tout en justement en ayant des chutes régulières, et ça peut nécessiter, en cas de chute trop fréquente, un appareillage précoce qui a uniquement pour but de mécaniquement ouvrir l'angle du pas, qui est le plus souvent constitué d'un élément pronateur antérieur, qui permet une ouverture de l'angle du pas et un déroulé avec des pointes de pied qui justement sont moins en dedans, et encore une fois qui a pour objectif uniquement de diminuer le pourcentage de chute. Il faut considérer que si on évite une chute ou plusieurs chutes dans la journée à un enfant de cet âge-là, eh bien c'est forcément intéressant. Il se fera moins de traumatismes et de choses comme ça qui peuvent être embêtants. Voilà pour la marche à 2 ans. On saute dans le temps et voici la marche à 8 ans. La marche à 8 ans que l'on voit ici. Alors, qu'est-ce qui prédomine? C'est qu'on voit déjà qu'on n'est plus du tout pointe de pied en dedans. Effectivement, il y a une part de la torsion fémorale qui a eu lieu. On est toujours en antétorsion fémorale physiologique, mais bien diminuée. Il y a également eu évolution de la torsion tibiale externe qui augmente petit à petit. Et donc tout ça contribue finalement à ce qu'on soit en situation de pas assez parallèle. On peut encore être en situation d'un angle du pas. Donc on est fermé par rapport à la physiologie de l'adulte, c'est-à-dire qu'on marche les pieds parallèles, la physiologie de l'adulte, avec un angle du pas ouvert de 15 degrés de chaque côté. Là on est bien en deçà. Et on peut parfois être encore un petit peu pointe de pied en dedans, mais la physiologie, c'est presque à 8 ans de marcher les pieds parallèles, puisque l'antétorsion a diminué en valeur et la torsion tibiale externe a, elle, augmenté. Donc on se retrouve avec ces situations-là. Un très léger strabisme rotulien qui est dû à la présence de l'antétorsion. D'un point de vue pied, on est sur un pied qui est encore valgisant, voire plat valgus. Là, c'est l'âge où vraiment on va même en statique chercher à évaluer la réductibilité de ce pied plat valgus, parce que, notamment avec le test de Jack, parce que là c'est important de savoir si ce pied plat valgus il a une potentielle évolution favorable parce qu'il est dû encore à une certaine flexibilité, ou si il présente des zones de rigidité qui pourraient faire envisager des synostoses du tarse avec des conséquences un petit peu différentes, notamment d'un point de vue douleur ensuite. D'un point de vue genou, la physiologie est d'avoir encore un léger génuvalgum. On est pile à un âge où ça doit commencer à s'effacer. Là, je parle en statique sur le podoscope. On doit présenter encore un génuvalgum qui va très rapidement s'estomper, puisque vous savez que c'est un peu plus tard, à partir de 10 ans, qu'il doit s'annuler complètement, ou chez la jeune fille puis la femme rester très légèrement en valgum, et ensuite chez l'homme persister un petit génuvarum. Donc voilà un petit peu les choses. Qu'est-ce qu'il faut retenir encore de cette marche à 8 ans? On se rapproche petit à petit de quelque chose d'assez physiologique, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que les pieds parallèles, c'est physiologique à cet âge-là. Ensuite, la marche à l'adolescence. La marche à l'adolescence, et bien là, on commence à se rapprocher, en tout cas au niveau du pied, de la physiologie. On a une arche médiale qui doit s'être creusée. Là, il faut se poser des questions réellement si on a un adolescent qui a des pieds plats valgus. Là, il y a des chances qu'il le conserve pour une bonne part toute sa vie ensuite. C'est évidemment dans l'examen clinique, là on évalue plus la réductibilité de ce pied plat valgus s'il est présent, notamment en statique sur le podoscope.
Et on doit par contre encore avoir un certain degré de valgus physiologique. Il est normal, physiologique, de dérouler quelque peu en valgus à l'adolescence. En ce qui concerne l'ouverture d'ongle du pas, donc là on a vu qu'elle était presque physiologique. En effet, les troubles de torsion, l'évolution pardon, des torsions, aussi bien du tibia que du fémur, sont dans la plupart des cas quasiment physiologiques. C'est-à-dire qu'on est là, on est à l'adolescence comme ça, donc on considère que là on est post 12-13 ans. La majorité des torsions a évolué. Il reste l'antétorsion fémorale qui peut il reste un petit peu, on va dire 5% d'inertie de la torsion fémorale qui peut évoluer. Donc on doit aussi bien d'un point de vue plan bicondylien et rotule quasiment être dans le plan frontal, que d'un point de vue ouverture de l'angle du pas, on doit se rapprocher de la physiologie. Voilà. S'il persiste un petit strabisme rotulien ou donc des rotules convergentes ou un angle du pas encore un peu trop parallèle, eh bien il faut vraiment voir quels sont les retentissements fonctionnels en fonction de notamment des activités sportives et de la course, puisque à l'adolescence, c'est là qu'on peut commencer à avoir les premiers syndromes fémoro-patellaires, les premiers syndromes rotuliens, qui vont être dus, la plupart du temps, à la persistance de troubles de torsion tels que l'antétorsion fémorale qui vont occasionner un valgum fonctionnel. Donc autant c'est pas une extrême nécessité avant, à l'adolescence, l'examen clinique de l'adolescent, en dehors du bilan statique et du bilan dynamique de marche, je pense doit être associé systématiquement à une évaluation de la course, parce que c'est là qu'on va pouvoir voir ce qu'il reste réellement des troubles de torsion du membre inférieur et de leur influence fonctionnelle. Donc ça paraît important de rajouter dans l'examen clinique de l'adolescent forcément l'étude de la dynamique de course pour voir un petit peu ce qui persiste en termes de troubles rotationnels et l'éventuelle influence notamment sur le genou assez précocement. Donc chose importante parce qu'effectivement on est à un âge où on commence à avoir des pathologies douloureuses même avant, hein, c'est-à-dire que si on retrace un petit peu comme ça, en vrac, le 14 ans, tel qu'on le voit marcher là, c'est effectivement les premiers syndromes rotuliens. On a aussi la maladie d'Osgood-Schletter. La maladie d'Osgood-Schletter chez le sportif plus ou moins intense, ça c'est très variable. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à cet âge-là qu'on va avoir plus la maladie d'Osgood-Schletter. Plutôt à partir de 8 ans et on va dire, le pic, c'est à 10 ans, on va avoir la maladie de Sever. Donc alors je rappelle, Osgood-Schletter, c'est excès de traction sur la tubérosité tibiale antérieure, on en reparlera. Donc chez l'enfant, on parle certainement pas de tendinopathie, ni évidemment de tendinite, mais puisque les excès de traction tendineuse se répercutent plutôt sur les noyaux d'ossification secondaires qui ne sont pas encore complètement soudés à l'os. Donc c'est valable pour la tubérosité tibiale antérieure, donc avec Osgood-Schletter. C'est valable pour la maladie de Sever avec le calcanéum et donc le tendon d'Achille qui provoque ça. Il y a également, si on retrace un petit peu, il y a Koller-Mouchet qui est plutôt l'insertion du tibial post et de l'os naviculaire qui subit des contraintes. Surtout l'os naviculaire qui subit des contraintes. Il y a la maladie de Renander pour les sésamoïdes. Enfin, on aura le temps d'aborder tout ça. Il y a toutes ces pathologies de croissance qui sont parfois corrélées à l'examen clinique et qui constituent le motif de consultation de l'examen clinique de l'enfant puis de l'adolescent qu'il faut intégrer, ou encore une fois la plupart du temps, et le questionnement à cet âge-là, c'est est-ce que mon enfant marche physiologiquement? C'est-à-dire que je vais remarquer que mon enfant, le grand descriptif, encore une fois, des motifs de consultation, c'est l'inquiétude des parents, ou parfois des grands-parents, l'usure des chaussures, ok, donc les parents s'inquiètent, ils marchent les pieds en dedans, il a les chaussures usées, et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une idée précise de ce qu'est la physiologie à cet âge-là, pour avoir des réponses claires et nettes. Okay, et pouvoir dire, bah non, c'est normal qu'il ait ce type de façon de marcher. L'usure des chaussures, la localisation, elle est normale par rapport à sa façon de marcher.
Par contre, peut-être que ce qui la rend aussi excessive, c'est la qualité de la chaussure. Voilà, parce que parfois c'est ça. C'est-à-dire qu'on a finalement des points d'usure qui sont normaux, mais la qualité de la chaussure et du semmelage fait que c'est un petit peu accentué. Et ça peut majorer certains troubles. Bref. Donc, voilà un petit peu les petites notions qu'il faut avoir en tête sur l'examen clinique et la physiologie de l'enfant à l'adolescent. On va reprendre quelques petits points, c'est-à-dire, bon, on avait vu ça justement dans le cours sur le génuvalgum, vous pouvez retrouver ce tableau avec l'évolution de l'angle fémoro-tibial, donc finalement de la structure du genou, en fonction de l'âge. On voit encore une fois qu'on démarre en varum, qu'à 2 ans, on passe furtivement à la physiologie pour être à 4 ans dans le valgum. Et qu'à 10 ans, on repasse par la physiologie pour, à l'adolescence, chez l'homme, une prédisposition au varum, et chez la fille et la femme, une prédisposition au valgum. Ça, c'est pour le plan frontal et la structure des genoux. En ce qui concerne la torsion fémorale, rappelez-vous qu'on part à la naissance 40 à 45 degrés parfois de torsion fémorale, d'antétorsion, et qu'on va grandement évolué jusqu'à 8, 9, 10 ans, on est proche de la physiologie, et qu'il y a une évolution beaucoup plus douce ensuite. C'est-à-dire qu'en gros, de 1 an à 10 ans, on évolue quasiment de 20 degrés, et ensuite, de 20 à 25 degrés jusqu'à 12 ans, donc on se rapproche petit à petit de la physiologie, et en gros il reste 5 à 10 degrés d'évolution entre 11 et 17-18 ans. Donc c'est pour ça que on a pu voir l'évolution de la marche sous condition notamment de la torsion fémorale. Si on mélange un petit peu avec la torsion tibiale externe, voilà le schéma croisé un petit peu, la torsion fémorale et son évolution telle qu'on vient de le voir de façon un peu plus schématique, et la torsion tibiale externe, son évolution. Il faut savoir que les deux, autant les courbes se croisent comme ça, mais il faut savoir que les deux contribuent à petit ouvrir l'angle du pas. Et aboutir ensuite à l'angle de Fick de 12 à 15 degrés physiologiques de chaque côté pour aboutir à ce niveau-là. Donc, pour retracer un petit peu, encore une fois, l'évolution des troubles de torsion du membre inférieur. En synthèse, en conclusion, je vous ai fait ce petit tableau. Ce petit tableau qui récapitule un petit peu tout ce que je vous ai évoqué sur la marche, les différents types de marches. Avec les vidéos, on a 1 an, 2 ans, parce que c'est là que c'est intéressant, parce que c'est différent, alors qu'en fait on est quasiment constitué de la même façon, mais l'acquisition de la marche, encore une fois, ce qu'il faut noter à 1 an, si on doit répéter des petites choses, c'est que c'est cette démarche en rotation externe qui est pas du tout due pour le coup à l'aspect structural, mais qui est due à la recherche d'équilibre et l'augmentation du polygone du sustentation, et également à une certaine rétraction de la moelle ischio-tibiale et du TFL, qui fait que l'enfant marche à 1 an en rotation externe, il fléchit beaucoup les genoux et les hanches, encore une fois, à la recherche d'équilibre, pour ensuite 1 an après passer complètement en antétorsion fémorale et rotation interne, pour passer en rotation interne pointe de pied en dedans, sous l'action de l'antétorsion fémorale. En gros, elle s'exprime pas à 1 an, parce que ce qui prend le dessus, c'est la recherche d'équilibre et les rétractions musculaires, ou les déficiences de souplesse musculaire, si j'ose dire, alors qu'à 2 ans, l'acquisition de la marche a fait que, musculairement parlant, ça s'est assoupli, et donc on tombe là, comme on l'a vu, sur la marche à 2 ans comme à 3 ans, en antétorsion fémorale, rotation interne, pointe de pied en dedans. On n'a pas de vidéo de la marche normale à 3 ans, il faut juste savoir qu'à 2 ans, on peut être encore en génuvarum, ou passer par la physiologie, et à 3 ans rebasculer dans le valgum. Et c'est là qu'il faut alerter les parents, de leur dire que l'évolution vers un valgum, alors qu'ils les ont considérés un peu physiologiques aux alentours de 2 ans, elle est normale d'aller dans le valgum, encore une fois, jusqu'à de 6 à 8 ans. Ça c'est la physiologie. C'est à partir de 10 ans qu'on va vraiment statuer sur le potentiel trouble. Voilà cette petite synthèse, je vous laisse regarder ça attentivement
Il vous laisse quelques instants, cette image fixe, essayez d'en profiter en ayant ce tableau un peu synthétique pour revoir l'ensemble des cours qui permettent ce tableau, quelque part, vous auriez pu le faire. Le faire quasiment tout seul à l'aide des informations exprimées pendant les différents cours qu'on a pu faire sur le pied, le genou, la hanche. Mais ça permet là de fixer, de figer, encore une fois, un truc important, la physiologie, de pouvoir interpréter ce que l'on voit chez un enfant de 1, 2, 8 ans, adolescent, avec le bon référentiel physiologique pour ne pas faire, on va dire, de surmédication, de surtraitement. Ah, il a un pied plat valgus, il faut le corriger à 4 ans parce que le pied plat... Non, si c'est physio et qu'il n'y a pas de problématiques douloureuses ou des chutes répétées associées, faut le laisser vivre et évoluer. C'est un grand débat parfois parce que les premières consultations que l'on indique aux alentours de 5-6 ans, c'est là justement qu'on peut prendre en charge des choses qui n'ont pas à être prises en charge. Voilà un petit peu l'idée. Et encore une fois, bon nombre de consultations à cet âge-là, en tout cas de 2 ans à 10 ans, sont le fruit de l'inquiétude, sont l'expression de l'inquiétude des parents ou des grands-parents sur la façon de marcher ou sur, encore une fois, les différentes usures, etc., qui peuvent observer des chaussures. Il s'agit de bien connaître le référentiel physiologique pour être rassurant ou pour pouvoir dire non, là voilà, c'est la physiologie, c'est ça, là il est comme ça, je pense qu'il faut faire quelque chose pour des raisons très objectives. Voilà. Il faut être clair, net, parce que le truc classique également de l'examen clinique de l'enfant, on va dire à 6 ans, qui vient pour la première fois, c'est souvent de se dire, bon bah ça c'est à la limite de la physiologie, et qu'un conseil à donner s'il n'y a pas d'urgence, c'est plutôt d'indiquer, voilà, ce qui est pas tout à fait normal à cet âge-là, mais sans forcément l'appareiller, le placer sous surveillance, entre guillemets, et de le revoir à 6 mois pour voir l'évolution. Et finalement, parfois, on se rend compte que sans avoir rien fait, l'évolution des genoux notamment, est allé dans le bon sens tout seul et nécessite pas d'appareillage. Ou alors, si ça se confirme sur 6 mois, prendre en charge les choses. Encore une fois, avec pour but de compenser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très factuellement, scientifiquement, l'impact d'une correction d'une semelle orthopédique à tel ou tel âge n'a rien de validé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire avec un génuvalgum, si on met des semelles, ce génuvalgum va diminuer, etc. Il y a des petites tendances à, mais on ne peut pas le dire. Par contre, il faut vraiment se placer toujours sous l'axe de la compensation. Si on fait quelque chose pour un enfant, et même un enfant, il faut bien expliquer quel est l'objectif de la prise en charge thérapeutique par semelle orthopédique. Si c'est les chutes répétées, c'est diminuer les chutes. Si c'est la prise en charge d'un génuvalgum persistant à l'adolescent ou d'un pied valgus nota persistant, c'est pour expliquer que là on est dans la recherche finalement de l'harmonie fonctionnelle pour éviter on va dire des dysfonctionnements qui pourraient occasionner des douleurs et on va dire des usures prématurées, mais il ne faut pas exagérer à cet âge-là, mais tout simplement faire fonctionner harmonieusement les articulations. Ça n'a pas de but correcteur. Il faut bien être clair, en tout cas dans le truc, l'idée de dire à des enfants, à des parents, on va faire des semelles et puis on va voir l'évolution du pied plat. C'est vraiment lancer la pièce en l'air parce que si au bout de 3 ans il est pied plat, c'est essentiellement dû à son programme génétique qui a évolué parce qu'il n'était pas fait pour avoir des pieds plats, et là vous passerez pour un génie. Mais dans la majorité des cas, au bout de 3 ans il sera encore un peu pied plat valgus, et votre semelle elle aura donc, pour les parents qui vous ont emmené leurs enfants, eu aucun effet ou pas assez. Voilà, le nombre de consultations où on voit le podologue il m'avait dit que ça évoluerait grâce aux semelles, ça n'a pas évolué. Voilà, parce qu'il s'est trompé de discours. L'évolution, elle est ce qu'elle est, elle est programmée elle est définie par le programme génétique. Okay, l'orthèse plantaire,
Elle est pour harmoniser au mieux la marche, pour éviter des dysfonctionnements. On est dans la compensation, encore une fois. Aujourd'hui, ce qui est établi pour la semelle orthopédique, c'est les rapports de compensation que l'on apporte. Les corrections, il y a un énorme point d'interrogation, si ce n'est presque la certitude qu'il n'y a pas d'impact concret sur la correction, notamment du pied. Et très bonne journée à tous. Prenez bien soin de vous plus que jamais. Soyez sérieux en rapport avec ce déconfinement et préparez vos questions pour notre prochaine séance de visio pour qu'on puisse un petit peu débattre de certaines choses. Il peut y avoir des questions autour de tout ça. À très bientôt, merci.